Au nom de toute l'équipe de la Maison de Rousseau et de la littérature, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée qui sont les écrivaines voyageuses d'aujourd'hui. Une nouvelle soirée, donc, comme je disais, de la Maison de Rousseau et de la littérature. Nous faisons en fait cette soirée dans le cadre de l'exposition Isabelle Eberhardt de l'une à l'autre, que je vous invite à découvrir au deuxième étage de la Maison Tavel. Cette exposition va durer jusqu'au 7 avril et présente justement les manuscrits, présente l'œuvre de manière assez intime de cette Isabelle Eberhardt qui a vécu au XIXe siècle et qui est morte à l'âge de 27 ans, journaliste, écrivaine, voyageuse, qui s'est installée et qui est morte en Algérie, avec une œuvre tout à fait captivante. Peut-être avant de vous en dire plus d'ailleurs sur la Maison de Rousseau et de la littérature, je voulais remercier, comme vous savez, les projets ne se font jamais seuls, et si nous sommes aujourd'hui à la Maison Tavel, c'est parce que justement la Maison Tavel nous a accueillis. Donc remercier les musées d'art et d'histoire, remercier bien sûr tout particulièrement l'équipe de la Maison Tavel, Marie, Arnaud et son directeur Alexandre Fiette. Je vous invite aussi, quand vous irez voir l'exposition Isabelle Eberhardt de l'une à l'autre, parce que bien sûr vous irez la voir, je vous invite à traîner dans cette Maison Tavel que certains et certaines connaissent peut-être déjà. C'est une maison fascinante, une maison médiévale, et qui montre toutes sortes d'objets de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours, de l'époque médiévale au XIXe siècle. Si je ne me trompe pas, alors là je regarde Alexandre Fiette, parce que je suis peut-être en train de dire une erreur, non, je ne me fais pas corriger. Et je vous invite aussi à aller voir tout en haut de cette Maison Tavel le magnifique relief Magnon. Donc traînez dans cette maison, traînez dans cette exposition Isabelle Eberhardt de l'une à l'autre. Merci donc à la Maison Tavel. La Maison de Rousseau et de la littérature a pour mission de promouvoir les écrivains d'aujourd'hui, les écrivains d'ici, les écrivains également internationaux. Et nous sommes en ce moment nomades puisque notre bâtisse, qui est à la Grand Rue, est en rénovation jusqu'à environ 2020. D'où cet accueil. Nous restons cependant bien sûr actifs. La preuve, c'est que nous sommes là ce soir. D'autres événements vous attendent. Notamment le 7 mars, nous aurons une rencontre avec deux écrivains, Michel Laya et Elisa Chouet-du-Sapin, qui viennent recevoir le prix suisse de littérature. Et ces deux écrivains seront en dialogue avec un psychanalyste que vous connaissez certainement de nom, qui est François Ansermet. Ce sera donc le 7 mars au Théâtre Saint-Gervais. Et le 8 avril, dans le cadre du Printemps de la Poésie, nous recevons Cécile Coulon, que vous connaissez peut-être aussi déjà de nom, une toute jeune auteure qui a 28 ans et déjà 6 romans à son actif. Elle vient de publier un recueil de poésie qui s'appelle Les Ronces, qui vient de recevoir un prestigieux prix de poésie, justement. Et elle sera là, donc chez nous, en l'occurrence, ce sera au Chat Noir, le lundi 8 avril. Comme je vous disais, donc, notre mission, c'est de promouvoir, de faire rayonner les écrivains d'aujourd'hui, mais également le domaine du livre. Et pour ça, nous travaillons pour chacune de nos rencontres avec des librairies indépendantes. Et ce soir, pour cette rencontre, nous travaillons avec la librairie du Rameau d'Or qui nous fournit les livres que vous pourrez acheter, feuilleter, découvrir tout à l'heure à l'accueil au premier étage, enfin au rez-de-chaussée. Donc merci au Rameau d'Or. Comme vous savez, les libraires sont des passeurs extrêmement importants dans la découverte des livres et dans la diversité aussi de nos lectures. D'où l'importance pour nous de pouvoir collaborer avec différents libraires indépendants, de les soutenir. Et je vous invite aussi à votre tour à les soutenir. Si vous voulez suivre nos activités, vous pouvez vous inscrire grâce au formulaire que vous trouverez également au rez-de-chaussée à notre newsletter. Ça permettra notamment de savoir quand il faut réserver, quand il ne faut pas réserver, etc. Quoi d'autre? Vous dire également que La Couleur des Jours, qui est un magazine que je vous invite à faire beaucoup de choses ce soir. Ce ne sont pas des ordres, mais des invitations. La Couleur des Jours a réservé une immense place, en tout cas une place importante et un dossier éclairant sur Isabelle Eberhardt. Ce magazine est disponible dans le lieu d'exposition, donc au deuxième étage. Je sais qu'il a été... le public, les spectateurs se sont arrachés le magazine, parce que c'est vrai que le dossier est assez fascinant et que l'histoire d'Isabelle Eberhardt est fascinante. Mais je crois qu'il reste encore quelques exemplaires. De toute façon, découvrez La Couleur des Jours, c'est un magazine à lire et à relire, à voir aussi. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, vous dire simplement que suite à la rencontre,
Nous vous accueillons autour d'un verre et surtout nos écrivains nous accueillent autour d'un verre et si vous souhaitez faire signer vos livres, vous pouvez bien sûr le faire. L'autre chose que je voulais aussi vous dire, la Maison Tavel, vu son patrimoine, est extrêmement sécurisée. Donc nous devons vraiment quitter les lieux. À 21h30, plus personne ne doit être dans les parages. Donc je préfère vous le dire parce que c'est vrai que lors de la rencontre avec Laura Adler précédemment, on a dû fuir et partir au courant et c'était pas très agréable pour le public. Donc voilà, on vous chassera mais gentiment à coups de balai quand l'heure sonnera. Et maintenant, je cède la place et la parole à Sarah Gisler, Sarah Chardonnance et Jessica da Silva Villacastin qui mènera donc la rencontre et je vous retrouve tout à l'heure. Bonne soirée. Alors bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes très nombreuses et nombreux et je ne vous cache pas que mes deux ici sont très enthousiastes et avaient un petit peu peur. Avant, on était là, de l'autre côté, c'était waouh, toutes ces personnes pour nous. Donc voilà, donc je pense que c'est aussi pour elles très émouvant d'être là ce soir. Et pour moi aussi, bien entendu, de vous connaître. Merci Sarah Gisler et Sarah Chardonnance. Donc si vous êtes ce soir avec nous, c'est que vous avez la curiosité ou un intérêt tout particulier à découvrir le parcours de nos deux jeunes écrivaines voyageuses, deux contemporaines, qui à un moment de leur vie ont fait le choix de prendre leur large. Pour Sarah Gisler, rester en mouvement est devenu une philosophie de vie. Je cite, « 3 mois d'autostop ont jeté les bases de ma vie. Ça peut paraître léger comme fondation, mais je n'ai jamais été plus épanouie que sur la route. » Et d'ailleurs, Sarah Gisler nous revient là de la route ce soir. Bah, je reviens des Philippines, mais je sais pas si... Enfin, j'étais en vacances. Enfin, j'étais pas... mais oui, non, mais oui. Un petit jet lag agréable, du coup, ça va. Petite, donc le livre que vous avez pu voir peut-être à l'entrée, que vous pourrez retrouver aussi, celui-ci, voilà, pour le visualiser, de Sarah Gisler, donc c'est le nom de son premier ouvrage. C'est un récit à cœur ouvert où l'on assiste au basculement d'une vie entre fébrilité et impulsivité. Vous le verrez peut-être aussi dans ses réponses, on découvrira par la suite. Pour Sarah Chardonnance, dresser le portrait contrasté des terres du Levant est devenu un rendez-vous régulier. C'est ici le deuxième livre qu'elle vient présenter, mais c'est déjà le deuxième des aventures dans les terres du Levant. Je cite également « L'idée même de rouler à nouveau les cheveux au vent dans une région qui les avait tant coupés et qui les coupe toujours, au simple motif de voiles mal ajustées, me remplissait d'espoir. On n'arrête pas un peuple qui danse », déjà aussi un très joli titre, Sarah Chardonnance. C'est son deuxième livre, un récit décidé, didactique et même sociologique, avec énormément de commentaires et d'opinions. C'est un récit très riche, que nous allons découvrir déjà avec Sarah Chardonnance. Alors je vous propose déjà aussi de vous présenter au public en quelques mots, un peu librement, pour qu'on puisse vous entendre aussi et pour que vous puissiez aussi vous présenter en tant que vous-même. T'as l'honneur? Ok. Mais j'en ai un aussi. C'est pas du tout une... merci du coup pour la présentation déjà. Moi je m'appelle Sarah Gisler, j'ai 24 ans. J'ai commencé à voyager à 20 ans. Je suis partie en stop seule jusqu'au Cap Nord, c'est au nord de l'Europe. Et puis pendant 3 ans, j'ai voyagé sans argent, en stop et chez les gens, principalement. Et puis ouais, j'ai été beaucoup en Europe, dans le Nord, j'ai fait l'Atlantique en bateau stop. Je suis partie dans les Caraïbes, c'était trop bien. Et après, j'ai été en Sibérie, puis jusqu'aux Philippines. Et ça, c'est... Ouais, j'ai fait ça sur 3 projets. Et là, je suis rentrée il y a 1 an pour écrire Petite. Et il a été publié en juin. Et puis voilà, maintenant, je suis là. Je ne sais pas quoi dire de plus. À toi. Alors, moi, je suis aussi une Sarah. Ça marche. Oui. Ok, très bien. Alors, moi je suis aussi une Sarah,
85, donc moi j'ai 33 ans, quasiment 10 ans de plus. J'ai commencé également à voyager quand j'avais 24 ans, donc 4 ans après toi. Mais moi, ça fait un moment, ça fait depuis les 24 ans que je vis et je travaille notamment au Moyen-Orient. Alors, bon, j'ai écrit 2 bouquins. Le premier, c'est Parfum de jasmin de la nuit syrienne, qui raconte au fait le récit de l'achat d'une moto à Raqqa, dans le nord-est syrien, où j'ai acheté une petite moto en 2010. Je suis rentrée avec en 2011, donc je traversais la Syrie, la Turquie, la Grèce, l'Italie et la Suisse. Et depuis 2011, j'ai toujours eu au fait l'obsession de vouloir retourner en Syrie, de vouloir retourner où je l'avais acheté, parce que c'est vrai que la ville de Raqqa est hautement symbolique, vu qu'elle a été durant de nombreuses années la capitale de l'État islamique. Donc pour moi, ça avait vraiment un double symbole, ce retour en Syrie. Et finalement, en 2015, lorsque j'ai été envoyée, parce que je faisais trop de bruit ici en Suisse, j'ai été envoyée en mission au Liban. J'ai décidé de retourner au Liban avec la moto que j'avais achetée en Syrie. Donc je refais le chemin inverse, Suisse, Italie, Grèce, Turquie. Et puis j'ai mis la moto un petit bout sur le bateau pour atterrir à Tripoli, enfin pour accoster à Tripoli. Pas Tripoli la Libye, hein, Tripoli le nord du Liban. Et voilà, et depuis, ma moto est sur le balcon dans mon appartement à Beyrouth. Et j'espère un jour que j'aurai la permission de pouvoir retourner en Syrie. Moi, je suis en Syrie actuellement, hein, donc, mais sans la moto. Voilà. Mais c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà la moitié du contrat qui est rempli. Hein. Je suis en Syrie, mais pas la moto, donc voilà. J'espère que la moto va pouvoir me suivre un jour également. Alors, entre le déclic et puis l'action, à ce moment où on se met en marche, quelles étaient vos attentes? Pour l'une, il y a une sorte d'appel un peu à l'Orient. Pour l'autre, il y a aussi des fois un objectif qui est un prétexte, qui n'est pas que prétexte pour se mettre en mouvement. D'abord le Cap Nord, vous aussi avec la traversée. Mais comment est-ce que vous expliquez ce déclic? À quel moment il y a cette envie de se mettre en marche et puis cet objectif, un peu comme un petit fanion qu'on place, ça va être en moto, ça va être au Cap Nord. Et comment ça se construit avant le voyage déjà? Comme vous dites, c'est vraiment genre un prétexte. Enfin, moi, je sais pas, enfin, j'ai tourné une map monde, c'était un peu comme ça que j'ai choisi, puis je suis partie, je suis arrivée, enfin, mon voyage est arrivé dans un coin en Laponie, perdu. Enfin, je suis quand même passée par le coin, mais je me suis dit que pour la symbolique, j'allais jusqu'au Cap Nord, puis c'était pas très loin, donc c'était bien. Et du coup, dans les attentes, moi, ce qui m'a fait partir, c'était vraiment un ras-le-bol d'être ici, quoi. Enfin, on n'a pas du tout le même parcours, c'est ça qui est intéressant aussi, mais je m'ennuyais vachement. Enfin, c'est ce que je raconte dans les 10 premiers chapitres du livre. C'est à chaque fois un peu une raison qui m'a poussée sur la route. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ressentent, de s'ennuyer un peu en Suisse et puis de ne pas trouver sa place, mais même pas forcément en Suisse, mais de ne pas savoir quoi faire, de se cogner un peu dans la vie professionnelle, de ne pas forcément être à l'aise dans cette société. Qui est plutôt simple, je trouve. Et c'est vraiment, en fait, fuir ça au début. Et ça s'est transformé en une passion. Mais au début, c'était vraiment partir pour juste partir, quoi. Sarah Chardonnance, je vais dire le nom de famille à la fin, hein, je vais dire. Moi, je ne vais pas trop critiquer la Suisse, vu que c'est mon employeur. Non, moi j'ai été envoyée en mission... une mission en Syrie, donc en 2010, avec la DDC, qui est le département en développement et coopération, qui fait partie du DFA. Et j'ai pris un bus entre Damas et Alep, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petites motos qui allaient et qui venaient sur la route. Et je me suis dit, ok, maintenant j'en ai marre, ralas, hein, comme on dit en arabe, de ce carcan du bus, je dois me plier aux horaires. Et j'ai décidé d'acheter une moto parce que voilà, bon, j'ai aussi fait beaucoup d'équitation quand j'étais jeune. Et pour moi, c'est. Non, mais tu rigoles, mais pour moi, c'est vraiment. La moto, c'est ce qui se rapprochait le plus du cheval. C'est vraiment. C'est là, tu chevauches la moto, les chevaux au vent. Et c'est vrai que c'est la même position finalement. Donc, étant dans l'indisponibilité d'acheter un cheval en Syrie, bon, allons-y pour la moto. J'ai déjà été assez compliqué comme ça avec la moto. Donc c'est comme ça que c'est venu. Mais je ne suis absolument pas une motarde, j'ai jamais fait de moto en Suisse, j'ai jamais eu cette passion pour les motos, je n'achète pas un moto magazine. C'est vraiment, je pense que là je rejoins aussi Sarah,
c'est un moyen de locomotion, c'est un moyen d'aller vers l'ailleurs, d'aller vers quelque chose d'autre finalement. C'est un prétexte, c'est une excuse. Et vous rusez aussi sur la route pour emprunter emprunter des plaques qui ne valent pas. Vous rusez beaucoup. Vous aimez aussi de voir jusqu'où ça peut marcher. Toujours, mais il faut toujours un peu ruser, non? Sarah Gisler, au fur et à mesure justement de ces... Voilà, on avance au pouce. Parfois, on lève le pouce, parfois on le baisse. On a des fois des peurs qui sont peut-être pas réelles, mais qui se manifestent. Et parfois, on fait confiance. Et au fur et à mesure, dans votre livre, vous le racontez très bien, vous êtes plus surprise qu'autre chose par par des basiques d'humanité, on va dire, en quelque sorte. Par l'hospitalité, la curiosité, la singularité des personnes que vous rencontrez. C'est une des leçons que vous avez rapidement acquises avec cette progression vers le nord. Ouais, si tu veux avancer, je pense qu'il faut faire confiance. Enfin, c'était aussi pour ça que je suis partie comme ça à l'arrache. Et puis, je suis partie, j'avais plus aucune confiance en l'humanité. C'était un peu la fin des haricots. et du coup, là, le fait de partir comme ça, puis de me forcer un peu à aller vers les gens, alors qu'à la base, je suis pas du tout quelqu'un qui va forcément vers les gens tout de suite. Là, j'avais pas le choix, donc ça m'a poussée à faire confiance. Et au début, j'avais un peu peur, mais parce que je connaissais pas. Comme on a peur de n'importe quoi quand on connaît pas, mais très vite, ça a été beaucoup plus calme. Et puis, il y a que... c'est très rare les fois où j'ai eu peur en faisant du stop. Et après, justement, j'ai pas fait que du stop, j'allais dormir chez les gens, j'étais tout le temps un peu... je m'exposais vachement, plus que si j'avais voyagé en bus ou... autrement, quoi. Et du coup, le fait de faire confiance, mais ça sauve la vie, quoi. Et en rentrant, je me suis rendu compte que le truc, c'est que les gens ont peur de tout le monde et de tout le temps. Et je me suis dit qu'il fallait que j'essaie de faire au mieux pour essayer de changer ça. Avec mes moyens, quand même. Et le livre, c'est beaucoup ça, c'est vraiment essayer de dire que c'est possible, que tout n'est pas foutu, que les gens... Il y a encore des gens bien, quoi. Et puis qu'il faut se concentrer là-dessus plutôt que de s'inventer des peurs. Beaucoup ça. Sarah Chardonnans, vous en parlez dans le livre justement, avec votre moto. Vous êtes aussi perçue comme femme sur la route, dans des pays où on n'assimile pas vraiment deux roues, femme, seule, route. Et comment est-ce que vous l'avez vécu justement? Est-ce que ça a été aussi une force parfois, justement, d'être femme, en route, seule? Oui, bon, je rejoins vraiment ce que dit Sarah. Hein. Confucius disait « Le plus long des voyages commence toujours par un premier pas hein. ». C'est toujours très difficile, ça fait très peur de sortir de la maison, mais finalement, quand on est à l'extérieur, on va de l'avant, on avance et on compose avec l'incomposable et on compose avec l'inconnu. Et si finalement, ça reste une vraie force, oui, bien sûr. Moi, je me souviens, j'ai passé 2 ans en Irak aussi, et j'ai aussi voulu acheter une moto dans le nord de l'Irak. Et mes collègues de travail, des Kurdes irakiens, très bien intentionnés, m'avaient dit non, mais tu peux pas rouler à moto pour ta propre sécurité, on a peur que tu te fasses insulter, que tu te fasses lapider. Donc, et c'est vrai que finalement, en voyageant seul, et je pense que tu as eu la même expérience que moi, on attire une sorte de sympathie finalement. Donc c'est vrai, on pourrait apparenter ça à de la naïveté, mais finalement ça ne l'est pas. Si vous êtes bon et souriant avec l'autre, avec les autres, finalement vous avez ce sourire en retour. Et c'est vrai que j'étais là-bas en 2014 quand Daesh a pris Mossoul. On était à 30 km de Mossoul. Moi, je roulais avec la moto, sans casque. Et la réaction des automobilistes, c'était, ils s'arrêtaient et ils faisaient comme ça. Ils faisaient comme ça avec le pouce. C'était aussi une forme de résilience. Hein, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, les gens sont à la recherche d'espoir, ils sont à la recherche de choses auxquelles ils peuvent se cramponner pour pouvoir aller de l'avant. Et finalement, quelquefois, des démarches comme les nôtres, ça apporte cette petite étincelle dans les yeux. Ouais. On devrait être remboursé par la sécurité sociale. On va revenir un petit peu à l'interaction. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, mais on a peu entendu vraiment des passages des Sarah. Voilà, donc je vais faire un petit raccourci moi aussi. Je leur ai proposé justement de choisir un passage, mais pour approcher d'abord leur style, pour que vous voyez un petit peu aussi leur écriture, puisqu'on parle quand même de ça, d'écriture ici. Vous avez vu que Sarah Chardonnans, ça a directement dit, comme dirait Confucius.
Et c'est assez habituel chez elle, elle utilise beaucoup de références, donc elle fait beaucoup de citations. On a Nerval, Flaubert, Brassens, Fiske, Darwish, hein, le poète Darwish. Et petit exemple, donc un petit exemple justement, est-ce que vous êtes d'accord de lire un passage que sélectionné de votre ouvrage, de lire vous? Alors je voulais vous lire en fait le premier passage d'introduction du premier livre, parce que je pense que ça reflète pas mal à la fois mon parcours, et puis je pense que ça peut aussi faire écho à ton parcours. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce passage. Alors on m'a dit 2 minutes, peut-être que c'est 2 minutes 34, mais ça va aller. Dis stop si jamais. Non, je sais pas, j'ai pris l'habitude d'être en Suisse, c'est bon. Alors, sans éclat de rire, 2 minutes avec. Donc, j'avais entrepris la traversée du Sinaï à l'arrière d'un bus égyptien rempli de migrants jordaniens et syriens. Je revenais de 5 mois au Maroc et je cherchais absolument à prolonger mon aventure avant mon retour forcé à Genève pour entreprendre mon master. De Rabat, j'avais atterri au Caire où je voulais traverser le Sinaï pour rejoindre la mer Rouge, la Jordanie, puis la Palestine. Je venais tout juste d'avoir 24 ans, un sourire naïf, aucune connaissance linguistique et une innocente soif de découvrir des terres inconnues. J'avais bien lu mes classiques, Camus, Flaubert, Baudelaire, et commencé mon éducation culturelle moyenne-orientale avec Elias Khouri, Amin Maalouf et l'incontournable Mahmoud Darwish. Mais les carnets de route de Guevara et les errances de Don Quichotte représentaient en réalité ma seule connaissance réelle du voyage. Des récits, une idée, mais aucun vécu. Il était 5h30 du matin, j'avais presque réussi à m'endormir au son de la voix Kalsoum qui passait en boucle à la radio lorsque le bus s'immobilisa net. Le moteur fumait. Mais à voir les visages de mes compagnons d'infortune, il n'y avait aucune raison de s'en inquiéter. Un voyageur s'approcha de moi, d'un air avenant, et me demanda où je me rendais. « À Jérusalem », répondis-je avec conviction, comme pour me rassurer de l'éloignement évident de mon objectif. Il me tendit alors une boisson caféinée. « Pourquoi ne prends-tu pas l'avion? C'est plus simple, c'est moins long. » Je réfléchis. Je me rendis compte à cet instant du non-sens que prenait ma démarche de voyage aux yeux de mon interlocuteur. Lui ne pouvait financièrement pas prendre l'avion. Il devait supporter ces conditions de voyage, cette lenteur, cette chaleur, cette incertitude. Mais moi, que pouvais-je bien répondre? Que pouvais-je répliquer à cette remarque sensée et tellement rationnelle? Je voyage pour voyager, lui dis-je, tout en prenant subitement conscience de cette réalité qui ne me quittera plus par la suite. Je voyage pour voyager, répétais-je, afin de couper court à mon malaise certain et de me convaincre du bien fondé de ma démarche qui m'apparaissait maintenant comme beaucoup moins évidente, presque singulière. « Et toi, où vas-tu » lui demandai-je en retour. Il me regarda, ses yeux brillaient. Le soleil était en train de se lever dans le désert. Je me souviens avoir brièvement pensé aux événements qui s'étaient déroulés dans cette région ces 60 dernières années. Les hommes étaient assis au bord de la route, silencieux. Silencieux, baignés dans cette fabuleuse lumière orangée qui annonçait les jours nouveaux. Le moteur du bus fumait. Il me répondit simplement « à Damas ». À cet instant précis, à cette époque, ce nom n'évoquait rien pour moi. Je n'avais pas prévu d'y aller, pas le temps, pas l'envie. Je voulais voir Jérusalem. Damas n'était pas planifié. Pas planifié. J'allais apprendre par la suite qu'on ne planifie pas d'aller à Damas. Un jour on y va, c'est tout, puis on y retourne, encore, toujours, comme une nécessité. En écrivant ces lignes aujourd'hui, la simple évocation de Damas me fait frissonner. Des images, des sons, des sensations se bousculent dans ma tête. Mais ce matin d'août 2009, je ne sus quoi répondre à mon interlocuteur syrien. Je souris simplement, poliment. Nous montâmes dans un autre bus qui nous prit en stop et nous continuâmes notre voyage. Alors là, on n'est que dans le premier roman, hein, premier récit plutôt, puisque dans le deuxième récit, on a déjà une expérience de ce premier voyage. Et puis, Damas, c'est fini. Jérusalem, c'est plus du tout l'idéal. Quelques années après, Jérusalem, vous le voyez comment, justement? Qu'est-ce qui a changé entre ces deux voyages?
Quels sont ces mirages, ces attentes? Comment est-ce qu'elles ont changé? Au-delà du contexte, bien entendu, politique de cette région, votre regard vers cet Orient, justement. Jérusalem très désabusée, parce que j'y allais vraiment avec des yeux un peu... J'y allais faire ma croisade en quelque sorte. C'était vraiment une quête. J'allais à Jérusalem, vraiment. Donc, et je me suis rendu compte que la Jérusalem que j'avais pensée, que j'avais idéalisée, que j'avais rêvée, finalement, c'était vraiment les marchands du temple en quelque sorte. Donc, une Jérusalem extrêmement commerciale, ou voilà, berceau des trois monothéismes, mais à la fois, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vendre. Il n'y avait plus cette idéologie un peu politique qui était la mienne, qui est toujours la mienne. Donc c'est vrai que j'étais un peu déçue par cette Jérusalem commerciale qui était loin de mes attentes en quelque sorte. Mais j'ai jamais été déçue par Damas, non. Quand Sarah Chardonnance a lu Voyager pour voyager, vous voyagez pour voyager ou vous voyagez pour vivre et vous vivez pour voyager, Sarah Gisler? Je voyage pour voyager aussi, je pense que ça se rejoint beaucoup. Puis il y a beaucoup ça quand je voyage aussi, des gens qui ne comprennent pas trop ce que je fais là. Par exemple, en Sibérie, en plein hiver, à prendre le transsibérien par plaisir. Ils ne comprenaient pas beaucoup, quoi. Puis en plus, c'était en russe, donc c'était très compliqué de se faire comprendre. Mais ouais, je sais pas. Non, moi, j'ai le temps, quoi. C'est le truc un peu suisse. Et, je sais pas. Je prends le temps, c'est comme traverser l'océan, ça m'a pris plusieurs mois, mais c'était cool. Et ouais, je vois pas d'autres raisons de... Si je puis me permettre juste de rebondir sur ça, en fait j'ai vraiment écrit cette phrase « voyager pour voyager », c'était pas de la provocation, mais c'est parce que moi, dans mon milieu de travail, en fait, je suis en confrontation avec des gens qui voyagent parce qu'ils sont obligés de voyager. Ils sont obligés de fuir, ils sont obligés de partir de régions qui ne sont plus vivables, parce qu'évidemment, conflit, de fuir des zones de guerre ou de fuir des zones qui sont voilà, catastrophes naturelles. Donc c'est vrai que c'est cette migration forcée, au fait. Et quelquefois, moi, je me retrouve en face de la glace et je me dis, bon, c'est sympa, moi j'ai un petit passeport rouge avec une croix blanche qui me permet d'aller un peu près partout dans le monde aujourd'hui, mis à part les États-Unis, j'imagine maintenant, avec mes visas à l'intérieur. Mais sinon, c'est vrai que c'est cette chance-là, au fait, de pouvoir se dire, c'est un peu vraiment une chance de nanti. Hein. On a ce passeport, on peut aller où on veut, et finalement, on voyage pour voyager. Ce qui fait aussi écho à ce que tu as dit avant, c'est presque une responsabilité qu'on a, en fait, avec notre passeport et avec la chance que l'on... avec notre passeport et la chance que l'on a de pouvoir voyager sans entrave, c'est presque une responsabilité que l'on a de le faire, finalement. Ouais, non, et donc c'est là que je te rejoins, en fait. Et c'est magnifique, ta démarche. Non, mais du coup, j'avais pas compris ça dans ce sens-là. Non, c'est pour ça. Sarah Gisler, et que sur la route, justement, tu t'es justement senti fortunée. Tu t'es rendu compte, justement, de ce que dit Sarah Chardonnance. Je peux voyager librement, moi, avec mon passeport. Vraiment, c'est quelque chose que tu as ressenti en croisant peut-être d'autres voyageurs ou d'autres personnes aussi. Hein. Pas besoin d'aller faire Saint-Jacques-Compostelle pour rencontrer d'autres voyageurs, mais il y a des routes comme ça, des endroits clés où on croise des voyageurs, des gens qui font aussi du voyage pour voyage. Je suis désolée, j'ai pas compris. Est-ce que tu as aussi t'as constaté durant tes périples, entre guillemets, cette opportunité d'avoir ce passeport qui te permet de voyager et peut-être croiser des gens qui ne pouvaient pas voyager aussi librement? En général, quand je croise des gens qui ne peuvent pas voyager, c'est pas des voyageurs, c'est des locaux. Et là, il y a franchement de la culpabilité, alors que j'y peux rien. Enfin, je suis née ici, mais du coup, moi, ce que j'essaie de me dire, c'est que j'essaie de leur apporter du voyage en allant chez eux, et puis d'apporter des photos de la Suisse, et puis des montagnes, et puis d'expliquer comment c'est ici, puis d'essayer de partager ça au mieux, puisque de toute façon, eux ne peuvent pas voyager, mais je pense pas que... Ouais, enfin... Du coup, il y a beaucoup dans les voyageurs, justement, de stress par rapport à ça, puis de culpabilité. Mais, ouais. L'écriture ou le voyage, qui a précédé qui? Puisqu'en fait, on peut voyager profondément, on peut le raconter à quelqu'un, mais de là à passer à l'acte de l'écriture, de vouloir le transmettre, d'avoir ce souci, plus du style, mais le souci de transmettre son expérience en cours ou après, ou déjà un peu en amont. Qu'est-ce qui a précédé quoi? Le voyage, l'entreprise, l'idée, l'écriture avant? Comment ça s'est construit un petit peu ça? Non, moi c'est l'œuf. Non, à la base j'écrivais pas du tout. Enfin, moi j'ai pas du tout lu les classiques, hein. Franchement, j'ai aucune idée. J'ai commencé à lire en voyageant. Enfin, d'abord j'ai commencé à lire, puis après à écrire. Donc c'était plus dans cet ordre-là. Et c'était plus genre, j'avais un truc à dire, quoi.
parce que les voyages. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il faut absolument que je leur dise. Enfin, c'était vraiment ça le livre. Et puis sur la route, bah, je suis tout le temps seule. Donc il y a aussi cette envie de témoigner quelque chose et puis de pouvoir apporter quelque chose parce qu'on m'apporte tellement de trucs. Enfin, je suis tout le temps entourée chez les gens. Enfin, il m'arrive. J'ai beaucoup de gratitude envers plein de monde. Et je me dis, mais comment je peux rendre ça? Et puis je trouve que l'écrire et puis essayer de transmettre plus loin autre chose, ce ne sera pas la même chose, mais c'est une manière de le faire. Et puis je sais pas, à force de lire, j'ai eu envie d'écrire, et puis ça s'est fait. C'est surtout les échos, justement, des références que tu cites, en tout cas en petite, c'est surtout de la musique. Ouais. C'est les Fils du Facteur, c'est de la chanson qui t'accompagnait justement en route, c'est ça? Ouais, alors c'est Renaud, de mon père, il y a tous les chanteurs français qui existent, Brassens aussi. Et puis ouais, j'ai toujours aimé les textes, mais plus en mode musique, ouais. Mais du coup, c'est une des choses qu'on m'a dit sur le livre, c'est qu'il y a un rythme un peu de rap limite derrière. C'est rythmé. Je vais aussi écrire la écriture un peu slamée, mais voilà, d'ailleurs, c'est un projet, non? Où j'anticipe. C'est un peu un projet d'écrire des chansons ou j'ai mal lu, mal entendu? Bon, j'aimerais bien, mais je n'arrive pas. Voilà. Le message est passé. Musiciens, soyez alertes. Sarah Chardonnance, pour toi, l'écriture, le voyage, comment est-ce que ça fait cette équation? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est venu spontanément? Est-ce qu'il y avait déjà une tradition d'écriture, la lecture? Voilà, la même question. Sarah Chardonnance. Moi, j'écris pour pas oublier. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai une mémoire très très courte. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait la veille. Non, c'est vrai, vraiment, il y a beaucoup de choses là-dedans, ils sont pas. Donc, j'écris pour pas oublier, au fait. Non, il n'y a pas de démarche. Je pense vraiment, comme tu l'as dit, c'est la volonté de partager, au fait. Donc, partager ce qu'on a vécu avec les autres. Et puis, oui, et puis essayer également de donner aussi une autre image de ce Moyen-Orient que l'on a constamment dans les nouvelles. Bon, maintenant un peu moins, parce que c'est vrai que les nouvelles, maintenant, se focalisent un peu moins sur le Moyen-Orient. Mais c'est le Moyen-Orient ensanglanté, ces bateaux de migrants, et c'est une réalité évidemment que je ne cherche pas à minimiser parce que c'est une réalité qui est là, c'est la réalité vraie. Mais en même temps, le Moyen-Orient c'est aussi un autre aspect, une autre facette, une autre réalité. Et c'est vrai que j'avais aussi envie de parler de ce Moyen-Orient-là finalement, qui a aussi une histoire incroyable et qui ne s'arrête pas au fait à quelques fanatiques qui s'appellent Daesh. Voilà. On va revenir dans le texte de Sarah Gisler, puisqu'on n'a pas encore entendu. Alors, on parlait justement d'écriture, donc j'avais noté plus concise, par touche, écriture plus libre, proche du slam. Chanson, bon ben voilà, on est tous d'accord, comme quoi on a à peu près les mêmes intuitions en lecture. C'est magnifique quand on se coïncide. Est-ce que tu veux lire ton passage? Non, est-ce que alors là, c'est pas le passage que tu as choisi, c'est celui que moi j'ai choisi. Ouais, c'est très bien. C'est pas que je veux lire pour Sarah Gisler, je m'excuse si. Hein? Ouais, moi je choisis propose un passage chacune. J'ai fait le mode. Sarah Chardonnance, elle ne sait pas encore, mais j'ai choisi un passage. Moi, j'ai des pays autoritaires, donc je prends les décisions. Le matriarcat est en route. On revient à Sarah Gisler. On est en plein milieu là. J'ai grandi et la télévision aussi. Le divertissement et l'information se sont transformés en propagande. Notre rapport a évolué, passant du plaisir à l'angoisse. Quand tous les soirs à 20h pile, mon beau-père ordonnait de zapper le journal télé. Je n'ai jamais compris pourquoi c'était lui le maître de la télécommande. Ma mère non plus n'aimait pas le JT. Vivement le matriarcat! Le générique de TF1, image anxiogène mêlée au remix des Dents de la Mer, me mettait déjà dans un état second. Le repas du soir était le seul où nous étions tous réunis, mais personne ne parlait à table. Nous étions trop occupés entre la salade et les petits pois, entre la nouvelle crise financière, l'éternelle misère, les catastrophes et les guerres. Le patenté disait que c'était important de regarder, de s'informer. Mais moi j'appelais ça masochisme de canapé. Se soucier du malheur en se réservant une petite tasse de thé, mince, il n'y a plus de biscuits. Après le dessert, c'est l'heure des faits divers. Toujours les mêmes thèmes. Jeunes de cité, cambriolage, dealers, immigration clandestine, règlement de compte. Parfois, ils innovent avec une épidémie ou un enlèvement d'enfants. Je me rappelle une soirée chez mes grands-parents, la Villardière présentait une enquête pas vraiment exclusive sur les délinquants de Paris. Et mon grand-père fulminait, ressassant les vieux discours du temps béni des colonies.
Barbares, c'est dans leur gène, ils ne seront jamais comme nous, qu'ils rentrent chez eux. Peur 1, rationalité 0. La peur qui enferme, divise, handicape. Quelle fabuleuse arme d'asservissement massif. Les seules bonnes nouvelles à la télévision encensent les exploits sportifs, nationaux évidemment, les merveilles de terroir et du patrimoine, de quoi renforcer le sentiment patriotique. À force, on développe une répulsion, une terreur de certains mots. Arabe, islam, communisme, Poutine, le président, pas le plat. Iran, noir, pauvre, enfant. Enfant, pardon, la télévision nous dictait quoi aimer. Adulte, elle nous montre qui détester. Les grands titres de l'actualité aujourd'hui se résument à pas grand-chose. Un mouvement de grève paralyse la capitale. Le net travailleur, pris en otage, injustement privé de rejoindre son bureau. Les braves CRS ont enfin délogé les infâmes brutes de la ZAD. Sans transition, la saison des fraises en Aveyron, les producteurs de la région, Béziers, des récalcitrants continuent à étendre leur linge au balcon, le maire ne compte pas céder. Des milliards de caméras seront installées pour établir l'ordre. Flash spécial, une starlette de la télé-réalité repoignarde son petit ami après avoir été acquittée. Non mais allô quoi? Zap, 100% des habitants de Cannes victimes de cambriolage. Pub, le nouveau système Vertif. Vériforte et alarme pour protéger votre famille. Fuck you, Big Brother! Bon, c'est un petit passage qui explique un peu cela. On est loin du voyage, mais le voyage, je vous le laisse pour que vous le découvriez vous-même au fur et à mesure. Tu as rigolé aussi de ton propre texte, c'est bon signe. Ouais, non, mais j'ai pas voulu mon livre, du coup ça me fait marrer d'entendre. Mais puis surtout que c'est. Enfin, je sais pas, enfin, c'est marrant de te dire celui-là, de passage. C'était d'une banalité joyeuse au fait à la maison. Moi, ça dépend, ouais. Je vais juste vous proposer à l'une et à l'autre, on va le faire maintenant puisqu'on est dans la lecture, que vous lisiez le passage que vous avez choisi. Alors Sarah Chardonnance l'a pris vraiment à la liberté, elle va lire Saint-Exupéry. Et je trouve ça magnifique. Alors Sarah Chardonnance, pourquoi vous avez choisi ce passage de Saint-Exupéry? Pourquoi j'ai choisi ce passage de Saint-Exupéry? Parce qu'au fait, il reflète bien ce dont on avait parlé également avant, que finalement, le voyage, ce n'est pas une fin en soi, et le moyen de transport est plus une excuse qu'un but finalement. Et c'est le passage où l'aviateur, enfin Saint-Exupéry, est dans le désert, donc c'est Terre des Hommes, Saint-Exupéry, et il parle de son avion, et bref, vous allez y voir le passage, je vais vous le lire. Adieu, vous que j'aimais. Ce n'est pas ma faute si le corps humain ne peut résister 3 jours sans boire. Je ne me croyais pas prisonnier ainsi des fontaines. À part votre souffrance, je ne regrette rien. Tout compte fait, j'ai eu la meilleure part. Si je rentrais, je recommencerais. J'ai besoin de vivre. Dans les villes, il n'y a plus de vie humaine. Il ne s'agit point ici d'aviation. L'avion, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Ce n'est pas pour l'avion que l'on risque sa vie. Ce n'est pas non plus pour sa charrue que le paysan laboure. Mais par l'avion, on quitte les villes et leurs comptables, et l'on retrouve une vérité paysanne. On fait un travail d'homme, et on connaît des soucis d'homme. On est en contact avec le vent, avec les étoiles, avec la nuit, avec le sable, avec la mer. On ruse avec les forces naturelles. On attend l'aube comme le jardinier attend le printemps. On attend l'escale comme une terre promise, et l'on cherche sa vérité dans les étoiles. Je ne me plaindrai pas. Depuis 3 jours, j'ai marché, j'ai eu soif, j'ai suivi des pistes dans le sable, j'ai fait de la rosée mon espérance, j'ai cherché à joindre mon espèce dont j'avais oublié où elle logeait sur la terre, et ce sont là des soucis de vivre. Je ne puis pas ne pas les juger plus importants que le choix, le soir, d'un music-hall. Je ne comprends plus ces populations de trains de banlieue, ces hommes qui se croient des hommes et qui cependant sont réduits par une pression qu'ils ne sentent pas, comme les fourmis, à l'usage qui en est fait. De quoi remplissent-ils, quand ils sont libres, leur absurde petit dimanche? Une fois, en Russie, j'ai entendu jouer du Mozart dans une usine. Je l'ai écrit, j'ai reçu 200 lettres d'injures. Je n'en veux pas à ceux qui préfèrent le beuglant. Ils ne connaissent point d'autre chant. J'en veux aux tenanciers du beuglant. Je n'aime pas que l'on abîme les hommes. Moi, je suis heureux de mon métier.
je me sens paysan des escales. Dans le train de banlieue, je sens mon agonie bien autrement qu'ici. Ici, tout compte fait, quel luxe. Je ne regrette rien. J'ai joué, j'ai perdu. C'est dans l'ordre de mon métier. Mais tout de même, je l'ai respiré, le vent de la mer. Et je pense que tu l'as aussi respiré, le vent de la mer. Donc, voilà. Et c'est un texte qui me touche particulièrement aussi parce que c'est un peu ce que je fais depuis 10 ans. Sarah Chardonnance qui nous dédicace ce passage de Saint-Exupéry à vous tous également. Mieux que moi. Sarah Gisbert, alors, petite question comme ça pour être un petit peu plus pratique, c'est paraître un peu voilà, mais vous avez le temps de préparer vos voyages puisque vous les prévoyez, vous ne partez pas dans l'urgence, que je sache. Comment est-ce que, ou plus ou moins, alors est-ce que là on va le savoir, comment est-ce que ça se prépare, ce voyage, ça se prépare vraiment, ou quels sont un petit peu les... Vous parlez un peu de to-do list avec voilà, vos affaires, etc. Bon, mais réellement, quel est le process? Qu'est-ce qui se passe dans la tête pour mettre en place? Moi, c'est vraiment pas préparé. Enfin, je sais pas, voilà. Mais là, j'avais fait la to-do list de mes affaires pour aider ceux qui partent. Mais moi, je suis partie avec 16 kilos, quoi. J'avais tout sur mon dos, enfin, mais c'était l'enfer. Je suis partie avec un fer à lisser. J'avais tout ce qui servait à rien, et puis j'avais rien du tout qui pourrait m'être utile. Et après, avec les années, j'ai commencé un peu à avoir un meilleur sac. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais ouais, non, je suis partie, je parlais pas un mot d'anglais, je me perdais dans mon propre quartier, quoi. Enfin, j'avais pas lu une carte, j'avais une boussole, mais c'était un truc improbable, quoi. J'avais pas allumé un feu. Enfin, d'ailleurs, il y a dans le livre une anecdote où je mange du poisson cru, j'ai pas réussi à allumer un feu. Mais j'ai appris à pêcher, enfin, aussi sur la route. Enfin, c'est vraiment genre complètement à l'arrache. Et puis après, quand je suis repartie pour l'Atlantique, j'avais jamais fait de bateau, enfin, rien, quoi. Je suis arrivée pour trouver le bateau stop, et puis ils m'ont dit on va à la Barbade. Je savais même pas où c'était, je pensais que c'était vers le Brésil. Et en fait, j'essayais d'aller vers le Brésil, puis je me suis retrouvée aux Caraïbes. Et puis là, c'est pareil, enfin, là, j'ai acheté un bateau, et je sais pas naviguer, puis je sais pas, on verra, je vais essayer d'y arriver. Non, c'est vraiment, j'ai aucune préparation, c'est un peu une catastrophe. Faut pas faire comme moi. C'est volontaire. Donc c'est aussi une façon de voir comment est-ce qu'on va réagir. Vous allez vraiment, vous créez aussi l'imprévu en décidant de ne pas décider. Bon, non, il y a déjà bien assez d'imprévu, c'est juste que je suis pas du tout bonne pour ça. Enfin, même si je prévois, enfin, je préfère. Enfin, non, moi je fais vraiment au dernier moment. Quand j'ai pas le choix, puis c'est à ce moment-là que j'apprends, puis que j'y arrive. Mais non, ça m'ennuie trop de préparer. Franchement. Sarah Chardonnance, vous ne le cachez pas dans votre livre. Vous avez les moyens d'aller à l'hôtel en voyage, etc. Dans le premier, Pas dans le premier, mais dans le deuxième, il y a déjà une nette amélioration. Pour vous, est-ce que vous serez capable de faire comme Sarah Gisbert? Est-ce que ça vous a déjà donné envie? C'est pas les mêmes genres de voyages, hein, mais comment est-ce que vous voyez son parcours à Sarah Gisbert? Bon, moi quand j'ai acheté ma moto à Raqqa, je n'avais pas passé les vitesses d'une moto. Hein, donc j'ai aussi dû passer par 6 heures de négociation parce qu'ils ne voulaient pas me prendre la moto parce que j'étais une femme. Donc j'ai dû essayer de les convaincre. En fait, là j'étais solvable, elle coûtait 400 francs la moto, j'avais les 400 francs sur la table, je leur ai dit écoute mon coco, là les 400 francs sont là sur la table, prends-les. Et ils ne voulaient pas les prendre. Donc c'était la première fois de ma vie que j'ai fait une négociation où le fait d'être solvable ne suffisait pas finalement. C'est le principe même d'être une femme qui conduisait une moto. Donc j'ai dû le convaincre en fait que j'étais capable de conduire une moto alors que je ne l'étais pas. Moi j'avais jamais conduit une moto, je n'ai absolument pas changé les vitesses d'une moto. Donc après c'était vraiment dans le désert entre Palmyre et puis Deir ez-Zor que j'ai appris au fait à changer les vitesses de ma moto. Mais je me rappelle très bien, on était dans la petite cour interne du commissariat de police et tout le monde m'attendait au contour, hein, au détour. C'est-à-dire, pendant 6 heures, j'avais dit à tout le monde que je pouvais conduire la moto, que je savais conduire la moto. Et donc, j'ai passé par le chef de police, qui m'a dit tu sais conduire la moto, j'ai pas de problème, j'ai changé les vitesses d'une moto, alors que bon, moi, une moto manuelle, je ne sais pas comment on débrayer. Hein, voilà. Et alors, ils sont tous mis en cercle dans le petit préau du poste de police de Raqqa. Ils étaient tous là avec leur téléphone portable, comme ça, ils étaient tous en train de filmer comme ça.
Et donc il y avait une trentaine de personnes qui me filmaient comme ça, donc voilà, la pression, hein. Celle qui pendant 6 heures a dit qu'elle maîtrisait la moto. Hein. Et alors ils m'ont quand même enclenché la moto, ils m'ont mis sur le point mort, tout ça. Et puis après je me mets dessus, voilà. Et puis ben, je passe à première vitesse, et puis je cale, bien évidemment. Alors tout le monde me regarde un peu sceptique, hein. Et puis je sens qu'il faut que je parte quand même, hein, parce que bon, c'est pas non plus c'est le raka, hein, voilà. Et donc je dis non, je n'ai pas l'habitude de cette moto, c'est pas vraiment les mêmes marques en Suisse. Donc second essai, et là finalement j'ai pu sortir du village, et j'avais tellement peur en fait de reculer une seconde fois que je suis sortie du village en première. Et donc ça a fait un bruit, j'avais tout le village en première. Et ensuite, quand je me suis un peu éloignée, je dis bon, là, dans le désert, tranquille, il y a les bédouins et les chameaux, pas plus de monde. Et donc là, c'est là où j'ai appris à changer les vitesses. Donc j'ai aussi fait... donc ça démarche, bien évidemment, je la trouve merveilleuse. Et puis c'est la meilleure façon de voyager. C'est la meilleure façon de voyager parce que quand on planifie les choses, finalement, on est anxieux. On est anxieux parce qu'on a des listes, on a un programme à suivre, généralement également. Et on est stressé et on se rajoute du stress finalement. Et partir comme ça, c'est aussi une belle confiance dans la vie finalement. Parce que tu te dis que quoi qu'il arrive, tu vas trouver une solution. Quoi qu'il arrive, ça pourrait être pire. Quoi qu'il arrive, tu peux trouver une solution. Et ben voilà, elle est la preuve qu'elle a toujours pu trouver des solutions. Elle a fait 3 ans le tour du monde sans un sou. Et c'est magnifique. C'est un bel état d'esprit. Sarah Guisler, vous ne voulez pas poser la question maintenant par rapport au prochain projet, mais à un moment donné, quelle sera la limite au fait? Il n'y a pas de limite, c'est une question de... Est-ce que tu vois une fin, on va dire, à Quand j'en aurai marre. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu en aurais marre? Je sais pas, j'ai envie de faire autre chose. Là, typiquement, j'en ai un peu marre d'être en stop tout le temps. Et puis du coup, j'ai un autre moyen de voyager. Du coup, c'est un peu une nouvelle aventure. Et puis peut-être ça, un jour, ça me saoulera aussi, parce que j'en ai marre des vagues, et puis de me prendre trop de vent dans la gueule, et que je trouverai un autre truc à faire. Ou peut-être que ça aura plus rien à voir avec le voyage. Peut-être qu'un jour, dans ma vie, la passion absolue, mon plus grand rêve, ce sera d'être mère au foyer, puis pourquoi pas. Donc je sais pas, on verra. Donc toujours le moyen de transport, hein. On y revient avec ce moyen de transport. Le passage que vous avez choisi, c'est le chapitre 3. Oui, mais je peux pas le dire parce que sinon je vais mourir d'angoisse, je pense. Mais pensez qu'elle est pour moi. Vous gardez le chapitre 3? Ouais, bien sûr. Non, mais c'est. Vous voulez lire le chapitre 3? Non, mais j'ai pensé à ce chapitre parce que ça parle un peu de l'Algérie et puis je sais que la personne qui en est là, de l'expo, elle est morte en Algérie, mais elle vivait en Algérie aussi et puis elle a aimé ce pays, donc ça fait un peu écho. Mais c'est pas ce chapitre 3, je crois. Ah non, c'est celui-là. Oui, non, c'est juste. Pardon. Oui, non, c'est ça. Attends. Ouais, c'est ça. Ça fera écho à Isabelle Bras. Et justement, j'ai aussi sélectionné un passage d'Isabelle pour vous faire commenter justement. Donc c'est un très bon choix. On fera attention avec l'arabe dialectal, là, on va voir ce que ça va donner. Non, c'est pas Anne-Marie l'a mis comme moi, Chapitre 3. À l'âge de 8 ans, j'ai appris que j'avais des origines. C'était le jour de la rentrée des classes dans ma nouvelle école. Je me tenais toute raide devant le tableau. La maîtresse tenta de me présenter aux autres élèves. L'un d'eux a levé le doigt. Il a demandé pourquoi mes cheveux étaient comme ça. Gênée, la maîtresse a répondu que ce n'était pas ma faute. Elle a ajouté que j'étais normale. J'avais beau avoir 7 ans, j'ai bien compris que si elle le précisait, c'est que quelque chose clochait. Je suis rentrée à la maison et me suis écroulée dans les bras de ma mère. Elle s'est fâchée. Moi, je pleurais. Je croyais que j'étais noire. Il a fallu attendre 10 jours, le week-end sur 2, suivant pour que mon père m'explique qu'en fait, j'étais arabe. En même temps, j'aurais pu m'en rendre compte. Il avait quelques indices évidents. Ma mère refusait par exemple de manger des mini-pics. Pour ceux qui ne sont pas suisses, ça ressemble un peu au bâton de berger français, mais en meilleur. Passé un certain âge, quand on a été assez grand pour comprendre, elle a cessé de nous en acheter. Alors notre père nous en donnait le week-end. Il avait le réflexe de jeter un lait derrière lui, au cas où l'oncle de ma mère serait passé par là.
Rien à foutre de la colère divine. C'est d'elle dont il avait le plus peur. Ma mère et sa bouillonnante manière de s'exprimer, sa dramaturgie à l'orientale. D'autres signes auraient pu me mettre la puce à l'oreille. Ma mère aimait beaucoup la vaisselle et passait des heures à faire des couscous géants. Quand un invité venait dîner chez nous, elle sortait tout l'attirail. Les couverts, les plats à tagine en terre cuite, le service à thé et les verres à pied, même si l'alcool est proscrit. Une farandole de mets succulents se bousculait autour de la table. On avait beau être 6, elle en faisait assez pour rassasier tout le quartier et les servir 2 fois. Elle faisait les brocantes et adorait flâner chez Tati en France. Dans ses phrases se glissaient les mots Goutlekla, Yalla, bon ça, là je ne vois pas du tout là, Chouma, Alvari, Nikomok. Bon, heureusement, elle m'a aussi appris à dire merci et pain. Ma mère ne portait pas le voile, mais ma tante si, Tati, comme les magasins, venait parfois chez nous et laissait tout en plan, 5 fois par jour pour aller prier. Avec Flex, on trouvait ça drôle, on allait lui chatouiller les pieds et ma mère nous courait après avec une cuillère en bois. Parfois, notre tante nous enfermait à clé dans la chambre pour regarder plus tranquillement Les Feux de l'amour, Top Model ou Nagui. Elle achetait tout un tas de vêtements en solde sans faire attention à la taille. D'abord, elle passait en caisse, ensuite elle déterminait à qui ça irait le mieux. Souvent, c'était pour moi. Elle était encore plus théâtrale que ma mère, un poil hypocondriaque. Pour ma tante, un aft pouvait se transformer en cancer généralisé. J'ai été 4 fois en Algérie. Ma mère remplissait des valises entières de chocolat, de parfums, de vêtements et d'objets électroniques en tout genre. Après avoir négocié l'excédent de bagages, nous partions pour plusieurs semaines, parfois tout l'été. Là-bas, je trouvais la vie fascinante. J'avais des dizaines de cousins, l'un d'eux était marchand de glace. J'en avalais à longueur de temps. Il faisait chaud, bien plus que chez moi. Pourtant, je n'avais pas le droit de sortir en short. Quand les gens s'embrassaient à la télévision, il fallait précipitamment changer de chaîne. Le pire, c'était au moment des publicités de gel douche. Tahiti pour femmes, Axe pour hommes. Parfois, on arrêtait de boire et de manger le jour, mais dès que le soleil se couchait, on avait droit à une orgie de saveurs. Ma grand-mère cuisinait du couscous, de la galette, des pâtisseries qui vous donnent le diabète de type 2, rien qu'en les regardant. Un jour, elle nous a servi une tête de mouton. J'ai mis du temps à m'en mettre. J'adorais les mariages. On me couvrait de henné, de paillettes. Les femmes étaient magnifiques et dansaient en agitant les bras en l'air. Elles criaient « Yo, yo, yo !» Je ne le fais pas, mais je claquais de la langue. Je trouvais ma mère si belle au milieu de la salle. Les retours en Suisse étaient mélancoliques. Le contraste frappant. Disparu les sourires et la mer, je retrouvais mon père et les montagnes. Ici, ma mère remplissait le réfrigérateur de chocolat. Ici, je n'avais qu'un seul cousin qu'on ne voyait pas. Ici, j'aurais pu sortir en short et attraper une pneumonie. Ici, on est obsédé par le fromage et les mariages ressemblent étrangement aux enterrements. Tout y est protocolaire et ma mère s'ennuie à mourir. En Algérie, c'est une plus-value d'avoir un passeport suisse. En Suisse, c'est un malus d'être arabe. Je n'ai pas souvent eu affaire au racisme. Mon nom de famille sonne allemand, mon accent vaudois. Je me rappelle néanmoins une réunion parents-élèves. Ça m'a marqué parce que pour la première et seule fois, j'ai vu mon père s'emporter. J'avais 13 ans, mon prof m'avait prise en grippe depuis la rentrée. Lors de la séance, il a eu le malheur d'établir un lien entre mes difficultés en grammaire et les origines de ma mère. Elle est devenue blanche, mon père rouge. Il s'est levé et lui a balancé la table à la figure dans un fracas assourdissant, couvert de hurlements. Jamais je n'ai été plus fière de lui. C'est en prenant conscience de mon métissage que ma vie s'est scindée en deux. J'étais confortablement assise et bim, crac, je me suis retrouvée le cul par terre. J'ai appris 2 versions de chaque chose et qu'il ne fallait surtout pas les mélanger. De la schizophrénie en kit. Une culture occidentale, une autre orientale. 2 éducations, 2 dieux, 2 continents. Le total peut sembler avantageux, malheureusement, la vie ne s'additionne pas. Chez moi, il fut plutôt question de division. Difficile de trouver une unité là-dedans. Souvent, je me demande souvent on me demande d'où je viens à la base. Je ne sais jamais quoi répondre. Quand je dis de Suisse, on me reproche de renier mes origines. On me sort tout un discours sur l'importance des racines. C'est limite si on ne dessine pas mon arbre généalogique sur la table. Et quand je réponds d'Algérie, ça sonne faux. La vérité, c'est que je ne me sens pas algérienne. Je vois ma moitié arabe plutôt comme une amie.
mon grand plus, ma tante préférée au code vestimentaire bizarre. Et je l'aime comme ça. Quand je vais en parler, ce n'est pas par honte, j'essaye surtout d'éviter le cirque qui s'ensuit, les perpétuelles questions sur l'islam, les débats sur le port du voile, les amalgames scandaleux entre mes départs sur la route et les jeunes qui partent faire le djihad. Et puis, je m'en veux de ne rien connaître de l'Algérie, ou si peu. Je n'ai pas honte de mes origines, mais de ma méconnaissance de mes origines. On me questionne sur le bled. On me parle en arabe alors que je suis incapable de dire 2 mots. Du moins, pas 2 mots polis. Moi qui connais par cœur le rants des vaches de gruyère, en patois fribourgeois, la chouma, comme dirait ma mère, algérienne en Suisse, Suissesse en Algérie, éternelle étrangère. J'ai le sentiment qu'une partie de moi m'échappe, de ne pas avoir d'identité complète. Alors, j'ai appris à croire en une fraternisation au sens large. Il m'est devenu plus essentiel de partager une époque qu'une nation. C'est sans doute grâce à mon métissage que plus tard, j'ai choisi la route. Sarah Chardonnance, en introduction de votre deuxième récit, on parlait du Liban, on parlait des Libans. C'est très important pour vous de bien montrer qu'il y a une complexité de la société libanaise et qu'en fait, elle ne se résume pas à des appartenances communautaires, mais c'est aussi des questions de personnalité, de vécu. Vous avez des personnages qui sont très singuliers, il y a des personnalités qui pourraient paraître totalement schizophrènes dans leur façon de penser, avec une idéologie qui ne colle pas avec la troisième qui soutiennent. C'est assez intéressant et assez riche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi cette définition de les Libans, pour parler du Liban? C'est une façon de vous dire et de nous décrire la mosaïque libanaise. Est-ce qu'il y a des Libanais dans la salle? Non? Personne? Ok. Les Libans. Bon, le Liban est un pays communautaire. Après, sans vouloir rentrer trop dans la politique, parce que je ne pense pas que c'est ni le lieu ni l'endroit ici, mais c'est un pays fragmenté, c'est un pays qui fait 10 000 km², donc qui est 4 fois plus petit que la Suisse. Et c'est un pays, c'est un territoire sur lequel il y a 17 communautés qui essaient de se partager, au fait, les pommiers, les oliviers, un petit bout de mer. C'est un pays qui est entouré par... c'est une sorte d'île, au fait, le Liban a été une sorte d'île pendant les 5-6 dernières années, parce que c'est un pays qui a comme voisin la Syrie et Israël, et dont les frontières avec Israël sont fermées depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël. Donc c'est un pays qui ne reconnaît pas la création de l'État d'Israël. Donc c'est un pays qui a vécu durant les 5 dernières années comme une sorte d'île, parce qu'évidemment la frontière avec la Syrie était relativement fermée aussi, et la frontière à l'ouest avec la mer Méditerranée. Donc il y a 17 communautés, un État qui est extrêmement faible, il n'y a jamais eu réellement de construction étatique au Liban. Voilà, les Français sont partis, le Liban a pris son indépendance, mais il n'y a jamais eu une réelle identification nationale des Libanais à un État dit Liban. Et donc ça veut dire que les Libanais vivent dans des sortes de petits royaumes communautaires où les chrétiens vivent plus ou moins entre eux et sont dépendants de leur communauté, les chiites, les sunnites, les druzes, les maronites. Donc c'est un État qui est extrêmement fragmenté, mais qui à la fois, il y a cette bienveillance libanaise, et puis à la fois, on trouve une solution. Voilà, ça marche. In fine, on arrive à faire bouillir la marmite. Maintenant c'est vrai que d'un point de vue confessionnel, parce que c'est vrai que d'un point de vue confessionnel, on pourrait penser qu'il y a des chrétiens d'un côté, les musulmans de l'autre. Mais à Beyrouth, enfin dans tout le Liban, vous trouvez facilement des églises à côté de mosquées. Donc c'est peut-être loin de l'image que l'on peut se faire depuis ici. Je ne sais pas quelle image vous avez. Je sais pas. Mais c'est des Libans, oui, parce qu'il n'y a pas un Liban. Donc dans votre récit, vous décrivez des personnages, je reviens dessus parce que c'était assez important. Sarah Chardonnance a une façon de raconter son récit un petit peu comme un voyageur un peu sociologue, qui s'arrête et puis qui se raconte ses entretiens avec les personnes, qui se posent des questions sur le pourquoi, en fait,
Il y a surtout un monsieur qui m'a beaucoup frappé, hein, ce monsieur avec la poire gammée qui en même temps était ami avec un... C'est assez compliqué parce qu'il faut quand même connaître les enjeux, mais ce qui est intéressant, c'est que Sarah Chardonnance, dans son récit, va vraiment dresser, et de ce côté didactique, va dresser les éléments nécessaires pour expliquer le pourquoi de cette complexité, pour expliquer ces différents mouvements, expliquer les contextes. D'ailleurs, son livre est organisé d'un point de vue en fonction de la géographie, donc comme on dit, à nord, est, sud-ouest. Donc c'est un petit voyage dans le Liban, à travers des villes clés et des personnalités clés. Cette construction, vous l'avez réfléchie après coup, ou est-ce que vous l'avez vraiment anticipée? Vous allez dire, comment est-ce que je vais raconter cette deuxième saison, entre guillemets, dans les Vents du Levant? Vous avez dit, je vais y aller par la géographie, puisque quelque part aussi au Liban, il y a quand même des tonalités assez claires. Hein. Dans le sud, il y a des choses qui sont liées à la géographie, aux frontières, donc ça fait sens. C'est comme ça que vous avez réfléchi à cette construction? C'est une bonne question en fait. C'est vrai que j'ai un peu découpé ce livre comme étant une sorte de boussole géographique, le nord, le sud, l'est, l'ouest, et puis Beyrouth. C'est parce que quand je me promenais avec la moto, au fait, je me rendais compte que voilà, toutes les 30-40 minutes, je changeais de monde. Donc voilà, à un moment donné, on se trouve en plein Beyrouth, et alors là, vous voyez des mini-jupes, après vous allez au sud, et là vous voyez des femmes qui sont totalement voilées. Donc c'est vrai qu'il y a ce passage d'un monde à l'autre qui était constant et qui était très rapide au fait. Et je me suis demandé comment comment cela allait pouvoir être reflété au mieux dans le livre. Et je dis pourquoi pas le faire ressortir sous une forme de boussole, des 4 points cardinaux finalement, et faire des petites nouvelles par région. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est vraiment un pays qui est hyper contrasté et où il n'y a aucune allégeance politique en quelque sorte, parce que pour vous donner simplement l'exemple du président libanais actuellement, Michel Aoun, qui lui a été un général maronite durant la guerre civile. Vous savez qu'il y a eu une guerre civile au Liban entre 75 et 89, donc 15 ans de guerre civile. Et il a été donc un général libanais durant cette guerre civile, et il s'est toujours battu contre l'occupation syrienne au Liban. Et la première chose, il a dû être évacué par les Français parce que les Syriens voulaient lui faire la peau. Et donc il a passé 15 ans en exil en France. Et lorsqu'il est revenu en 2005, quand les Syriens sont finalement partis, se sont retirés du Liban, parce qu'ils se sont retirés du Liban en 2005, hein, les Syriens, avant ils étaient encore au Liban, donc le Liban était occupé. La première chose qu'il est allé faire, c'est qu'il est allé rendre visite à Bachar el-Assad en Syrie. Et maintenant, il soutient le régime de Bachar el-Assad, il soutient les Syriens. Donc c'est pour vous dire qu'il y a ce, je ne vais pas faire d'amalgame évidemment, mais il y a ce contraste où, voilà, c'est comme dirait Jacques Dutronc, je crois qu'il y a une chanson où il dit « Je retourne ma veste, toujours du bon côté ». Voilà. Comme le personnage que j'écris, mais il faut lire, hein, il faut lire ces récits. Voilà. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup rigolé, beaucoup discuté. Je vais quand même essayer de profiter de 2 minutes comme ça, vite volées. Je vous propose de répondre chacune à 4 questions en mode marathon. Hein. Comme ça, on va encore vous tirer des mots. Et puis ensuite, je vous inviterai toutes et tous, on est beaucoup, hein, on a un petit peu peur là, à la queue leu à remonter du côté de l'entrée où vous pourrez retrouver les ouvrages, les auteurs, et puis donc dans le cadre du livret. Et puis si vous avez des questions, malheureusement, il faudra les faire à ce moment-là. Ou si vous avez une question très vive, après c'est 4 questions très rapides. Sarah Gisler, une rencontre qui a été importante durant votre long voyage. Ah, c'est difficile, je sais. On ne peut pas être rapide. Enfin, je sais pas. Non, mais moi, excusez-moi, je m'excuse. En fait, oui, vous avez encore un petit moment et vous pourrez poser des questions. Alors, magnifique, vous pouvez poser des questions. C'est la négociation. On était très tristes. Une rencontre qui a été importante. Ça peut être un lieu. Je pense que la Norvège. Enfin, pour moi, c'est vraiment une claque et une découverte. Enfin, c'est à côté d'ici, et ça ressemble vachement à la Suisse, mais c'est... Je sais pas, c'était vraiment genre une des terres un peu de renaissance pour moi. Enfin, c'était mon premier voyage, donc ou bien même la rencontre du voyage, pour utiliser ça, mais c'est le début. C'était incroyable. Puis le fait de... Parce que les gens, il y en a plein et je peux pas choisir, après il y aura des jaloux. Mais non, mais les premiers pas sur la route, pour moi, ça a été
je pense, les meilleurs moments de ma vie, quoi. C'était ouf. Sarah Chardonnance? Pour faire rapide, la rencontre que j'ai évoquée lors du premier passage avec ce Syrien dans le désert du Sinaï, qui m'a parlé pour la première fois de Damas et que ça n'évoquait absolument rien à l'époque. Et c'est vrai que ça a été aussi un déclic. Il m'a fait réaliser que je voyageais pour voyager en quelque sorte. Et ça m'a poursuivi tout au long de ces dernières années. Une opinion que la route a déformée, changée ou questionnée? Une idée, quelque chose que la route ou les rencontres ont changé ou ont ouvert? Moi, c'est un peu avec l'argent, beaucoup, parce que ça a quand même une place un peu fondamentale dans les premières années de voyage, parce que je suis partie sans rien, donc il y avait un peu ce questionnement de l'utilité de l'argent, enfin comment l'utiliser bien, est-ce que c'est si important, est-ce que c'est si capital, parce que la plupart des gens, c'est un peu pour ça qu'ils se battent, quoi. Mais du coup, ouais, qu'est-ce que l'argent, et beaucoup aussi en rencontrant des gens qui en avaient et qui étaient malheureux, et puis à l'inverse, des gens qui n'en avaient pas, et c'est cliché de dire ça, mais vraiment, est-ce que c'est si important? C'est un peu ça mon questionnement. Puis la réponse, c'est non, évidemment, mais c'était un peu la question avec laquelle je suis partie. Je répète la question, Sarah Chardonnance. Une opinion que la route a déformée, changée ou questionnée? Oui, voilà, une opinion. Qu'il fallait au-delà des... Alors, pour toi, c'était l'argent, pour moi, c'était les papiers, la paperasse. Parce que quand je suis revenue en 2015, quand j'ai fait le voyage de retour entre la Suisse et le Liban, j'avais pas les bons papiers, j'avais des papiers syriens, j'avais des plaques syriennes. Et j'ai décidé de dévisser au fait les plaques VD de mon scooter. Je les ai fixées sur la moto et j'ai traversé 5 pays avec des plaques illégales. Voilà, des papiers. Et j'ai fait les papiers, j'ai fait les papiers avec mon ordinateur Word et j'ai marqué copie et j'ai imprimé et j'ai passé 5 frontières avec des faux papiers et avec les plaques vaudoises de mon scooter. Donc voilà. Donc rien ne peut arrêter la volonté d'aller de l'avant. Quelles sont les peurs fondées en voyage? Parce qu'on parle toujours des peurs qui sont infondées, mais quelles sont les peurs qui sont fondées en voyage? Moi, c'est tomber malade. Je pense que c'est le pire truc à chaque fois. C'est horrible. C'est le pire truc qui peut arriver. Vous n'êtes jamais arrivé, vous n'êtes jamais demandé des soins à l'hôpital gratuitement? Non, mais c'est le seul truc où j'investis. J'ai une assurance quand même, parce que vu que je prévois rien, c'est quand même bien d'avoir une assurance parce que je l'ai bien utilisée. C'est une fille bien. Hein. Sarah Chardonnance, quelles sont les peurs fondées en voyage? Je sais pas, de ne pas pouvoir ressortir d'un pays où l'on est. Vous y pensez quand vous rentrez dans le pays? Bah oui, maintenant je suis en Syrie. Hein. Je peux ne pas ressortir. Ça dépend ce que je raconte. On ne lira pas son dernier passage. Nous ne lirons pas son dernier passage, mais de toute façon, après, la parole est à vous. Et la dernière question, une leçon que vous avez retenue. Bon, ça fait un petit peu gentil tout ça, je sais. Mais c'est une façon de vous dire le message que vous voulez faire passer. Par pur plaisir, parce que c'est quand même une opportunité d'avoir des gens qui vous écoutent au-delà du voyage, là maintenant, et puis toutes les fois vous voyez des gens. Donc c'est l'opportunité aussi pour vous de donner un message si vous le voulez. Donc la question qui est une fausse question, une leçon que vous avez retenue. Moi c'est beaucoup par rapport à la peur, justement, que la plupart des peurs sont infondées, c'est ça, et puis que tout n'est pas tracé, quoi. Enfin, on peut dévier assez facilement d'un chemin qu'on pensait être le nôtre, et puis c'est un peu la magie de la vie. C'est ce que j'aime. Alors moi je rejoins totalement Sarah sur ce qu'elle vient de dire et j'ajouterais que moi dans les pires moments je me dis toujours que ça pourrait être pire. Voilà, et c'est ce que je dis aussi à mes collègues de travail parce que bon oui on travaille dans des situations qui sont un peu compliquées mais c'est vraiment le leitmotiv, c'est voilà, it could be worse, ça pourrait être pire et ça se passe bien parce que ça pourrait toujours être pire. Donc voilà. Alors j'imagine qu'il y aura une suite, est-ce que vous êtes déjà sur un prochain projet de voyage ou d'écriture? De voyage, ouais, toujours. Puis d'écriture, pas du tout. Mais... Sarah? Projet professionnel, c'est de finir ma mission en Syrie et de retourner en Suisse, voilà, avec une tête, 2 jambes et 2 bras. Réécrire, je sais pas si j'ai le temps, mais je sais pas. Bien.
On va céder maintenant la parole au public, et puis je vais aussi donner du coup le petit passage que je pensais lire, mais qu'on ne va pas lire parce que c'est plus important que vous posiez vos questions et qu'elles puissent justement interagir avec vous maintenant, qui sont un passage de Isabelle Eberhard, et j'en profite comme ça, vous serez tentés aussi d'aller voir l'exposition, mais c'est un passage qui est tiré, comme ça peut-être que ça vous intéresse de le lire aussi, dans l'ombre chaude de l'islam. Ici, Isabelle part en retraite dans une zaouïa, donc c'est un lieu où les confréries soufis se retrouvent. C'est un lieu de retraite, c'est de la mystique de l'islam, le soufisme. Et donc c'est un passage qui explique au début le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle part. Donc elle parle d'Alger comme un cafard, et voilà. Donc je vous le remets à chacune un bout de ce passage. Et puis comme ça, pour votre prochaine écriture, vous serez inspiré par Isabelle. Et puis vous pourrez répondre à la question: est-ce que l'écriture ou le voyage, qui a précédé quoi? Vous direz c'est Isabelle qui a précédé le deuxième livre pour Sarah Gisler, on l'applaudit, et le troisième livre pour Sarah Chardonnat. Quelqu'un a des questions à poser à l'une des deux Sarah ou à une Sarah en particulier? Aussi applaudir l'excellente modératrice. Est-ce qu'il y a des questions pratiques, plus profondes, des... Sinon, on va à l'apéro direct. Ah, voilà, magnifique, ça se manifeste. Vous avez l'air tellement complice. Alors, je ne sais pas si c'est juste les circonstances de ce soir, mais vous ne connaissiez pas avant, ou bien... Non, on ne se connaît pas. Mais... Ah ouais, mais c'est génial de vous voir les deux comme ça. Vous avez entendu? Alors, madame a relevé la complicité naturelle que les deux Sarah ont. Donc, comme quoi, le voyage, voilà, c'est une remarque. Oui, en fait, c'était une question, d'abord. Parce que je ne savais pas si elles se connaissaient ou pas. Donc, elles ne se connaissaient pas, voilà. D'accord. Madame? Je ne vais pas dire Sarah, parce que les deux Sarah, donc petite. J'ai lu et relu votre livre parce qu'il m'a beaucoup frappé. Et si vous n'écriviez pas un second livre, je serais extrêmement frustrée. J'étais vraiment frappée par la profondeur et la maturité de ce que vous écrivez. Alors que vous êtes parti, vous aviez encore rien écrit, vous prétendiez ne rien savoir, vous partez parce que ras-le-bol, je pars, je sais pas, je vais au pôle Nord, mais c'est tout. Et tout le long, c'est un voyage intérieur que vous avez fait. Ça m'a vraiment frappé. Et alors, bon, on sait tout de votre voyage au pôle Nord, d'accord? Puis après, en quelques pages, tout le reste de la planète. C'est pas possible. Tout ce que vous avez vécu après, les voyages suivants, j'entends. Jusqu'au fin fond de l'Asie, retour la Mongolie, on aimerait savoir. Et le voyage en bateau avec cette famille, cette petite fille, la découverte de l'Amérique centrale, tout ça. Vous avez fait autant de voyages intérieurs pendant ces voyages-là, donc vous nous les devez. C'est pas ouais, je suis touchée. Merci beaucoup. Enfin, s'il y a de la demande, je vais peut-être essayer. mais non, mais pour moi, le principal, c'est de continuer à voyager. Donc, et puis l'écriture, les deux ne sont pas forcément conciliables. Parce que ça demande d'être posé, puis ça demande de... Enfin ouais, ça coupe de mon autre passion. Enfin, toute l'année, là, j'étais en Suisse, et puis ça m'a un peu... mis un coup parce que c'est pas du tout ce que j'aime dans la vie. Est-ce que ça veut dire que pendant que vous voyagez, vous n'écrivez pas du tout? Non, j'écris rien parce que je voyage. Du coup, je vois des gens. Et puis, j'essaie des fois de faire des notes, mais je perds mes notes la plupart du temps. Non, mais l'écriture, ça reste une passion, donc je pense que je reviendrai un jour. Tant mieux. Et puis, pour l'anecdote des dernières pages qui vont très vite, je voulais même pas les mettre. Je voulais fait avant, et puis on m'a demandé, donc j'ai les fait. Ça va vous obliger à écrire tout ça. Mais je pense que c'était le stratagème de l'éditrice. Comme vous avez pu comprendre, ici on demande à Sarah Gisler d'écrire le deuxième livre, puisqu'on lui reproche qu'à la fin du premier, elle a fait la moitié de la planète en un chapitre, à peu près, en 2 chapitres à peine. Donc c'est justifiable. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous inviterai, alors on va applaudir bien fort Sarah Gisler.
de partir léger, parce qu'avec ces témoignages-là, on peut que partir léger.